Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons parler des événements en JavaScript. Donc lorsque on va écrire du code pour des pages web, en général ce qu'on va faire c'est qu'on va vouloir réagir à des événements utilisateurs. Par exemple dire lorsque tu cliques sur un bouton, j'aimerais bien déclencher telle ou telle action. Donc les écouteurs d'événements vont fonctionner, vous allez le voir assez simplement dans le sens où il n'y a qu'une seule méthode à connaître. Alors pour l'exemple, nous ce que l'on va faire c'est qu'on va créer un petit bouton sur notre page et on va mettre bonjour dessus. Et on aimerait bien que lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton, automatiquement on affiche une petite alerte. Donc la première étape, ça va être de sélectionner l'élément, donc avec les méthodes que l'on a vues dans le chapitre précédent. Bon, ici, je vais créer une variable button et je vais faire un document.querySelector et aller trouver l'élément par rapport à son tag. Une fois que j'ai ce bouton, on va pouvoir utiliser une méthode qui s'appelle addEventListener qui va permettre de rajouter un écouteur d'événements. Donc on fait un addEventListener et en premier paramètre, on va lui passer le type d'événement que l'on souhaite écouter. Donc il y a plein d'événements, ça va dépendre aussi des éléments HTML, mais dans le cadre d'un clic, l'événement s'appelle tout simplement click. Ensuite, en second paramètre, on va lui passer une fonction, et cette fonction, elle va être appelée lorsque on déclenchera l'événement en question. Donc nous, dans notre cas, on va simplement mettre un alerte bonjour. Voilà. Donc c'est vraiment la syntaxe de base pour les écouteurs. On va préciser le type d'événement que l'on souhaite écouter et le code à exécuter lorsque l'événement va être renvoyé. Si maintenant je me rends sur ma page et que je clique sur bonjour, on a bien cette alerte qui s'affiche lorsque je clique. Alors maintenant, il y a quelques petits détails en plus à connaître. Donc d'abord, cette fonction-là, elle va prendre en paramètre un événement. Donc ici, on peut lui dire je vais avoir un paramètre event et plutôt que d'afficher l'alerte, je vais pour l'instant faire un console.log de event pour voir de quoi il en retourne. Si maintenant je reclique sur la page et que je clique sur le bouton bonjour, on voit qu'on obtient un pointer event. Pointer event qui contient tout un tas de propriétés, il y en a pas mal, qui concernent ce type d'événement-là. Si on se rend sur la documentation de MDN et que l'on cherche ce type d'événement, donc on va faire pointer event, voilà, on nous explique un petit peu les différentes propriétés et on a encore une fois ce système d'héritage. Donc les pointer event, ils héritent des mouse event, qui eux-mêmes héritent des UI event, qui eux-mêmes héritent des events. Donc toutes les méthodes que l'on va avoir, ce seront les méthodes de tous ces objets-là. Alors il y a quelques petites propriétés intéressantes à connaître sur cet événement-là. Et ça va être valable quel que soit le type d'événement que l'on va avoir. Donc on a deux propriétés intéressantes qui sont event.target et event.currentTarget. Si j'essaie de cliquer sur mon bouton, par défaut, ça va être la même chose. C'est-à-dire que ça va nous renvoyer la cible de l'événement, donc typiquement notre bouton. Par contre, si dans mon index.html, j'entoure mon bonjour d'une span, et à l'intérieur, je mets mon bonjour. Si je clique sur le texte, on va voir qu'on a des console.log qui sont différents. Le target va nous donner la cible sur laquelle on a véritablement cliqué. Donc dans mon cas, en fait, là, lorsque j'ai cliqué sur la span qui est dans le bouton. Donc il détecte bien qu'il y a eu un clic sur le bouton. Par contre, effectivement, l'élément sur lequel j'ai cliqué, c'est la span. Alors que le current target nous donnera toujours le sujet du listener. Donc si j'ai fait le addEventListener sur le bouton, le event.currentTarget sera toujours égal au bouton. Alors pourquoi ça peut être intéressant? Imaginons que dans notre index.html, on va retirer cette span-là, voilà, et on ait un second bouton que l'on appelle bonjour les gens. Dans mon app.js, si je souhaite écouter le clic sur plusieurs éléments, il va me falloir faire une boucle. Donc à ce niveau-là, je vais plutôt faire un document.querySelectorAll. Je vais aller sélectionner tous les boutons et faire un petit for each dessus. Je vais récupérer en paramètre chaque bouton et je vais pouvoir exécuter une fonction dessus. Donc là, je lui dirai de faire un button.addEventListener. J'écoute le clic et je vais lancer une fonction. Cette fonction, pour éviter de la répéter dans la boucle, on peut s'imaginer que je la crée en amont. Donc on peut s'imaginer créer une fonction on button click qui prendra en paramètre un événement et qui fera quelque chose. Donc maintenant, je peux utiliser cette fonction-là à ce niveau-là. Mais dans cette fonction, j'aimerais bien savoir sur quel bouton on a cliqué. C'est là que le currentTarget est intéressant. Si je fais un event.currentTarget, ça va me donner les informations sur l'événement. Donc si je clique ici, c'est bien le bouton bonjour sur lequel on a cliqué, alors que si je clique ici, c'est le bouton bonjour les gens. Donc ça va être super pratique pour accéder à ces informations-là. Petit détail, on n'oubliera pas, dans le cas où on décide de séparer les choses, à utiliser la JSDoc. Et donc là, je précise que c'est un pointer event. Comme ça, après, dans ma fonction, j'ai de l'autocomplétion et c'est plus pratique.
Autre petit détail, dans le cadre des event listeners, le vis est automatiquement modifié dans les fonctions. Si je fais un console.log de vis, on va voir que là, je vais obtenir l'élément sur lequel on a cliqué. Donc vis sera l'équivalent d'un courant target si vous voulez. Donc il faudra faire attention, si vous avez des fonctions qui sont en fait des propriétés dans un objet, ben, il faudra utiliser bind, soit utiliser des fonctions fléchées pour éviter que le contexte de vis soit perdu. Bon, c'est un petit détail, mais c'est important. C'est un petit peu comme le for each que l'on a vu dans les chapitres précédents. Il injecte un vis qui peut être embêtant. Alors ensuite, on a des méthodes intéressantes aussi sur cet événement-là. Une première méthode, c'est le prevent default. Prevent default va permettre d'empêcher le comportement par défaut de l'élément. Alors prenons un exemple concret avec un lien. Imaginons je fais un lien vers graphicart.fr au hasard. Et lorsque je clique dessus, je veux utiliser ce même listener. Donc je vais modifier mon query selector all pour lui dire agis aussi sur les liens. Lorsque je vais cliquer sur graphicart, vu que j'ai un prevent default, on empêche le comportement par défaut des liens qui est de rediriger vers une autre page. Si je retire ce prevent default, lorsque je clique ici, on voit bien que je suis redirigé. Donc le prevent default va permettre d'empêcher le comportement de base de l'événement. Donc par exemple, ça sera utile dans les formulaires pour empêcher la soumission du formulaire. Typiquement, on peut s'imaginer que si on a des erreurs, on empêche la soumission du formulaire. Pareil, dans un champ, si on veut limiter le nombre de caractères, si on détecte qu'il y a suffisamment de caractères, on peut empêcher d'aller plus loin. Et on peut faire pas mal de choses avec ce prevent default. Ensuite, une autre méthode utile, c'est le stop propagation. Alors pour comprendre ça, il va falloir comprendre le principe même de la propagation. Alors on va s'imaginer que autour de notre bouton, on va avoir une div. Donc ici, je vais créer une div et cette div-là, je vais lui donner un peu de style. Donc on va simplement s'imaginer que ça va être un élément qui va avoir une largeur de 100, une hauteur de 100 et un background color, on va mettre du gris. Si je lui demande de rajouter un comportement sur cette div-là, on va faire un document.query selector, on va lui demander de sélectionner la div et on va lui dire lorsque tu cliques dessus, hop, j'aimerais bien que tu nous lances une fonction qui fasse un console.log clickDiv. Voilà. Et lorsque l'on clique sur les boutons, on va faire un console.log buttonClick. Voilà. Donc maintenant, imaginons que je clique sur le bouton. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'on a à la fois ce listener-là et ce listener-là qui est exécuté. En effet, lorsque je clique sur le bouton, intrinsèquement, je clique aussi sur la div. L'ordre d'appel est important. D'abord, il va appeler le listener sur l'élément le plus petit. Et on l'a vu aussi lorsqu'on a cliqué sur les spans. Donc il va dire, tu as cliqué sur le bouton, et cet événement va se propager sur les éléments parents. Donc vu que tu as cliqué sur le bouton, tu as aussi cliqué sur cette div, et tu as aussi cliqué sur le body. Les listeners vont être appelés dans cet ordre. On va d'abord voir s'il y a des listeners sur le bouton et les appeler. Ensuite, est-ce qu'il y a des listeners sur les divs et on va les appeler. Et ensuite, est-ce qu'il y en a sur le body et on va les appeler. Donc on dit que l'événement se propage vers le haut. Le stop propagation va justement permettre de stopper cette propagation. Donc si au niveau de mon button click, je lui dis de faire un event.stopPropagation, automatiquement, vous allez voir que lorsque je clique sur le bouton, on n'a plus le listener de la div qui est appelé. Donc ça permet comme ça de stopper la propagation. Donc ça, ce sont vraiment les 4 choses que vous devez comprendre sur les événements. Le target, courant target, le prevent default et le stop propagation. Ce sont les 4 méthodes qui sont principales vraiment dans l'utilisation des événements. Après, vous avez des propriétés, mais elles vont dépendre en fait du type d'événement que vous recevez. Donc dans le cas par exemple des mouse event et des pointer event, on a des informations comme par exemple la position en X et en Y. Donc là par exemple, j'ai le page X et le page Y qui me donnent la position de mon clic dans la page. J'ai le offset X qui me donne la position par rapport à l'élément relatif. Vous avez le chemin, vous avez le type de pointer, vous avez la possibilité de savoir si on avait maintenu contrôle en même temps. Donc il y a plein de choses, mais ça va vraiment dépendre de ce que vous avez besoin de faire. Alors maintenant, on va parler d'un troisième paramètre dans le Add Event Listener, parce qu'effectivement, il y a 3 paramètres possibles. Donc on va se rendre dans la documentation et on va chercher Add Event Listener. Donc le troisième paramètre, c'est un objet d'option qui contient 3 propriétés. La première propriété, elle est très simple, c'est once. Elle permet d'indiquer que le listener ne va être appelé qu'une seule fois. Donc si au niveau ici de mon clic sur le bouton, je lui dis je veux un once et je mets true, dans ce cas-là, l'écouteur ne va être exécuté qu'une seule fois. Si je clique sur le bouton, on a bien notre console.log. Si je reclique sur le bouton, on n'a plus rien. Seul le listener de la div s'exécute, celui du bouton a été supprimé, a disparu.
Ensuite, dans l'objet d'option, on a une propriété passive qui permet d'indiquer que notre listener va être passif, c'est-à-dire qu'il n'appellera jamais le prevent default. L'avantage, c'est que ça permet ensuite au navigateur d'améliorer les performances sur certains événements qui sont appelés fréquemment. On peut imaginer que par exemple si on écoute le scroll, le défilement de la page par l'utilisateur, si à chaque fois que l'on défile un petit peu, le navigateur doit vérifier s'il y a eu un prevent default qui est appelé, ça va être lent. Donc l'avantage c'est que lorsque les événements sont passifs, le navigateur peut se dire bon ok, moi je peux défiler sans aucune attente parce que je sais que à aucun moment il y aura un prevent default. Donc ça a trait notamment à la performance. Il faut savoir que suivant certains navigateurs, certains événements peuvent être définis comme passifs par défaut et vous aurez besoin de mettre un passif à false si vous voulez faire un prevent default. Juste pour vous montrer à quoi peut ressembler l'erreur, on va s'imaginer dans notre document modifier la structure HTML pour créer une div qui prend plus de place, histoire d'avoir le défilement, et on va écouter lorsque l'utilisateur défile. Donc dans notre app.js, je vais lui dire sur le document, c'est sur le document qu'on lance cet événement-là, je vais faire un add event listener et écouter le défilement. Lorsque le défilement a lieu, je vais récupérer l'événement. Moi, je vais l'appeler E parce que je trouve que c'est plus court. Et je vais faire un E.PreventDefault. Sauf que je vais lui préciser en plus, ce qui n'est pas possible normalement, que notre listener va être passif. Si je sauvegarde et que je scroll, voilà le type d'erreur que vous allez avoir en console. On vous dit « Enable to prevent default inside passive event listener invocation ». Donc si jamais vous avez ces erreurs-là, c'est que votre listener est passif et que vous faites un prevent default dedans. Donc dans ce cas-là, il faudra mettre passive à false et vous n'aurez pas de problème. Encore une fois, ça va dépendre des cas. De manière générale, vous n'aurez pas trop besoin de toucher ce paramètre-là. Vous aurez juste besoin de savoir à quoi il sert et où il faut le toucher si jamais vous avez l'erreur que je viens de vous montrer en console. Voilà. Alors maintenant, la dernière propriété, c'est la propriété capture. Elle permet d'indiquer que l'événement sera distribué au listener enregistré avant d'être distribué sur les éléments enfants. En fait, ça va permettre d'inverser le système de propagation dont on a parlé tout à l'heure. Alors pour vous donner un exemple, on va remettre notre div avec une bonne taille, on va lui redonner 100 pixels, et on va laisser les deux console.log que l'on avait mis. On va peut-être retirer cette partie-là, voilà. Donc si je clique sur le bouton dans la div, on voit bien que c'est le listener du bouton qui est exécuté, puis le listener de la div. Par contre, la div peut dire, moi je veux être en capture. Donc ça met capture à true, et dans ce cas-là, si je clique, on voit que c'est d'abord le clic de la div qui est exécuté, et ensuite seulement le clic du bouton. De la même manière, si dans la div je fais un event.stopPropagation, dans ce cas-là, l'événement ne va pas descendre vers les enfants et c'est seulement le clic sur la div que l'on détectera. Donc maintenant, si je reprends l'exemple de la propagation, lorsque je clique, le navigateur va exécuter tous les listeners en mode capture sur le body, tous les listeners en mode capture sur la div, puis tous les listeners en mode capture sur le bouton. Ensuite, il va exécuter tous les listeners qui ne sont pas en mode capture sur le bouton, puis tous les listeners sans capture sur la div, puis les listeners sans capture sur le body. Donc on a ce système qui descend, puis qui remonte. Et si jamais on a un stop propagation, on peut stopper la propagation soit vers le haut, soit vers le bas, suivant le type d'événement que l'on a. Et d'ailleurs, on n'en a pas forcément parlé, mais vous avez la possibilité de regarder les listeners qui sont disponibles sur vos éléments HTML. Pour cela, il faut vous rendre dans l'inspecteur, vous cliquez ici sur éléments, et vous allez sélectionner l'élément qui vous intéresse. Nous, ici, on va sélectionner par exemple cette div-là. Si je change un peu la taille, voilà. Vous avez à droite la partie qui vous permet de voir les styles, et si je clique sur cette petite flèche, on a aussi une partie Event Listeners. Quand je clique dessus, on voit tous les listeners qui sont disponibles au niveau de cette variable-là. Et vous pouvez déplier cette petite partie-là pour voir les différents listeners qui ont été injectés. Donc là, on voit que c'est un bouton, et on nous dit où est-ce que ça a été injecté. Ça a été injecté dans le app.js à la ligne 4. Et là, on a le listener qui va correspondre à notre bouton. Voilà, donc ça peut être intéressant, ça peut aussi vous permettre de détecter pourquoi un listener ne marche pas s'il n'est pas branché, ou quelle fonction JavaScript agit sur l'élément, donc ça peut être assez intéressant. Et globalement, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le système d'écouteur d'événements, en tout cas en termes de syntaxe. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer en revue certains événements qui peuvent être intéressants. Donc principalement, ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est souvent le clic qui va être utilisé, mais il y a pas mal d'autres événements qui sont intéressants. Alors on va s'imaginer que dans notre page, on va créer un formulaire. Donc je crée un formulaire, on va lui préciser aucune action, et à l'intérieur, on va avoir un input de type texte, et on aura un bouton qui va mettre envoyer. Voilà. Donc lorsque je clique sur envoyer, la page est soumise.
On a la possibilité sur les formulaires de faire un prevent default et de pouvoir récupérer des informations. Donc on va retirer tout ce que l'on a fait jusqu'à maintenant et on va faire un document.querySelector et on va sélectionner le formulaire et on va lui dire j'aimerais bien avoir dessus un listener et le listener va s'appeler submit. Donc ça va nous permettre d'avoir un événement qui permettra de contenir les informations sur notre formulaire. Si je fais un console.log de E, hop, et que je vais dans ma console et que je clique sur envoyer, on va voir les informations mais que très brièvement parce que le formulaire a été soumis. Donc il faudra faire un prevent default si on souhaite empêcher le comportement par défaut de ce formulaire-là qui est d'envoyer les informations. On obtient alors un submit event, on peut se rendre dans la documentation pour voir de quoi il en retourne, mais globalement ça ne nous donne pas forcément des informations super utiles en dehors du courant target. On notera peut-être que pour les formulaires, on a un objet spécial qui va être intéressant. Donc on imagine que de cet input, il reçoit un name et on va l'appeler par exemple first name. Si vous voulez traiter les données qu'il y a à l'intérieur d'un formulaire, vous avez un objet qui est intéressant qui s'appelle form data. Cet objet, il est construit à partir d'un élément de formulaire. Donc nous, dans notre cas, ce qu'il faudrait faire dans notre listener, si on veut récupérer ce qui a été tapé par l'utilisateur ici, on pourrait lui dire « J'ai besoin de récupérer le formulaire avec un e.currentTarget » et ensuite je peux faire un const data égale new form data. Et je lui passe en premier paramètre notre élément qui est notre formulaire. Dans ce form data, on a par exemple get qui permet de récupérer une propriété, set qui permet d'en set une. On va pouvoir lui dire j'aimerais bien récupérer le champ first name. Donc on pourra faire un data.get first name. Et à ce niveau-là, je vais faire un console.log ici. Donc si je sauvegarde et que je rentre quelque chose et que je clique sur envoyer, on voit que ça m'affiche ça. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est faire une constante ici, first name, voilà, et lui dire, par exemple, si la taille du first name est trop courte, par exemple c'est inférieur à 2, on fait un e.preventDefault pour empêcher la soumission du formulaire. Et là typiquement, on empêche le formulaire d'être soumis tant que les données ne sont pas valables. Bon, c'est un exemple simple, mais vous voyez que si je clique sur envoyer ici, le formulaire ne fonctionne pas. Si je rentre une chaîne de caractères suffisamment longue, il va fonctionner. Bon, concrètement, on pourrait faire la même chose avec des attributs HTML, mais c'était pour vous montrer un petit exemple un petit peu plus dynamique des listeners sur les formulaires. Donc ensuite, on va parler de l'input. Donc on va rajouter un listener sur l'input. Et sur les champs, on a pas mal de choses que l'on peut écouter. Donc d'abord, on a un événement qui s'appelle le change, qui est plutôt intéressant et qui permet de détecter quand le champ a changé. Par contre, son comportement peut être un petit peu surprenant par rapport à ce que l'on attendrait. Donc imaginons, je décide de prendre ce formulaire et de rentrer des données. On voit que change n'est pas appelé pour le moment. Par contre, dès que je vais quitter le champ, hop, il est appelé. Si je refocus le champ et que je le quitte, ce n'est pas appelé. Et en fait, dès que je change la valeur et que je quitte le focus, cet événement change va être appelé. Si vous voulez détecter quand l'utilisateur tape dans le champ, je vais peut-être aller à la ligne pour un petit peu plus de clarté ici. Voilà. Vous pouvez utiliser l'événement input. Input va être appelé dès qu'il y a un input dans le champ. Si je tape ici une lettre, on voit qu'on a l'input. Ce que l'on pourrait faire, c'est faire un console.log de e.currentTarget.value. Le point value va nous donner la valeur dans un champ. Donc typiquement, dès que je tape quelque chose, on voit que j'obtiens ici les informations qui ont été tapées. Attention par contre, sur les inputs, vous n'avez pas la possibilité de faire un prevent default. Si je le fais, on voit que ça n'empêche absolument pas l'utilisateur de taper des choses. On a d'autres événements, on a par exemple keydown, qui va permettre de détecter quand une clé va être pressée. Donc ça peut être utilisé pour un champ, mais ça peut aussi être utilisé pour autre chose. Typiquement, ici, on peut faire un event.preventDefault, et dans ce cas-là, lorsque l'utilisateur presse une touche, on voit que keydown est appelé, mais rien n'est tapé dans le formulaire parce qu'on a empêché la soumission de cet événement vers le champ. Si je le retire, hop, on a bien ça. L'avantage de keydown, si on fait un console.log de l'événement, c'est qu'on peut recevoir des informations sur la touche qui a été appuyée. Si ici j'appuie sur A, dans notre événement on recevra un keyboard event et on aura une propriété qui s'appellera key, qui nous donnera la clé sur laquelle on a appuyé. Comme je vous le dis, on peut faire ça sur un input, mais on peut faire ça sur n'importe quoi. On pourrait lui dire « j'aimerais bien écouter ça directement sur le document ».
Et donc lorsque l'utilisateur tape quelque chose, ben, on détecte ce keyboard event. Par exemple, c'est ce que j'utilise pour GraphicsArt. Lorsque vous essayez de faire une recherche, vous avez un raccourci CTRL-K qui déclenche une recherche. Ben, c'est pareil, si vous avez besoin de faire ça au niveau de votre page, ben, vous pouvez écouter sur tout le document lorsque l'on presse une touche. Et regardez, est-ce qu'on a fait la touche CTRL plus K? Si je réactualise la page, je fais ici CTRL-K, ben, on va voir que dans la partie Keyboard Event, on a la touche qui a été appuyée, donc on voit bien que c'est un K, et on peut regarder aussi si CTRL key est appuyé. Donc on pourrait mettre une condition en lui disant si e.CTRL key est égal à true, et que la clé sur laquelle on a appuyé c'est égal à K, dans ce cas-là on fait un prevent default, et ensuite on peut faire un console.log pour dire qu'on a appuyé sur un raccourci. Donc si vous voulez créer des raccourcis sur votre page, keydown peut être super intéressante. Si j'appuie sur CTRL-K, on voit bien qu'on a le raccourci qui est déclenché, et on a le comportement par défaut qui serait de focaliser la barre d'adresse ici, qui est annulé grâce au Prevent Default. Vous avez tout un tas d'événements qui ont attrait aux pressions des clés. Vous avez Key Down, vous avez ensuite Key Up, donc ça permet de détecter quand la touche a été relâchée, et vous avez aussi Key Press qui permet de détecter le moment où la touche a été appuyée. Donc ces événements sont lancés dans un certain ordre. Si par exemple j'appuie sur la touche A, on va avoir d'abord un key down sur A, ensuite on aura un key press de la lettre A, et ensuite un key up sur la lettre A. Et key down peut être appelé de manière répétitive si jamais on maintient une pression. Par exemple, si je fais un console.log e.key ici, voilà, je reste appuyé sur A, on voit que tant que je reste appuyé, on a ce compteur qui s'incrémente. Donc ça, ce sont trois événements qui vont être intéressants pour jouer en fait avec le comportement du clavier. Ensuite, on va avoir deux événements aussi qui sont intéressants. Alors ça va être des événements qu'on va pouvoir utiliser sur n'importe quel élément. Nous ici, on va l'utiliser sur notre input. C'est les événements focus et blur. Focus va permettre de détecter quand un élément va avoir le focus. Si je clique ici, dès que je focus mon champ, j'ai cet événement qui est appelé. Et on voit que c'est un événement de type focus event. Blur va être appelé lorsque un élément a été focus et qu'on le quitte. Voilà, ça nous renvoie le même type d'événement, mais c'est appelé lorsque on quitte le focus. Alors maintenant, on va parler des autres types de champs dans les formulaires. Donc on va imaginer que on a un input de type checkbox. Et on aimerait bien détecter quand je clique ou quand je retire le clic au niveau de cette checkbox. Donc dans le cadre des checkbox, l'événement que l'on va écouter, c'est le change, qui permettra de détecter lorsque la valeur change. L'événement qui est renvoyé par ce listener va être un simple event, ça ne sera pas un event d'un type particulier. Et si on veut savoir si la case est cochée, il faudra utiliser le current target. Et on fera current target, ce qui nous donnera un input. Et on aura une propriété particulière qui sera checked dessus. Si je clique, on voit qu'il me dit bien que ça a été sélectionné. Et si je supprime le checkbox, on a ici false. Donc c'est comme ça en général que vous allez vérifier si une case est cochée ou non. Enfin, on va parler des selects. Donc les selects, on va créer un select et on va mettre différentes options. Donc on va l'appeler first name toujours. On ne va pas lui mettre d'ID et on va avoir une option avec option 1 en valeur et en label. Voilà. Et on va dupliquer ce truc au moins 3 fois. On aimerait bien détecter quand est-ce qu'on a changé la valeur dans ce select et quelle valeur a été sélectionnée. Donc au niveau de mon app.js, je vais sélectionner le select et c'est le même type d'événement qui va être écouté, c'est le change. Si j'essaie maintenant de sélectionner une valeur dans mon select, dès que je change la valeur, je reçois un événement classique. Si je veux connaître l'élément qui a été sélectionné, je peux faire un event.currentTarget.value. Et dans ce cas-là, ça va me donner l'option qui a été sélectionnée. Option 3, alors j'aurais peut-être dû mettre des valeurs différentes pour pouvoir différencier la valeur du label, mais dans ce cas-là, ça me donne vraiment ce qui a été indiqué dans la value. On a aussi la possibilité de savoir quel élément est sélectionné grâce ici à une autre propriété qui est dans le current target qui est selected options. Voilà. Si je sélectionne l'option 2, on voit que ça me renvoie une HTML collection qui nous dit l'ensemble des éléments qui ont été sélectionnés et là, j'ai mon option. Donc après, on pourrait récupérer les attributs dedans ou ce que l'on veut. Si jamais on a un select qui est multiple, et que j'aurais essayé de sélectionner une valeur puis une autre, on voit que
Dans le cadre de la value, ça nous renvoie toujours 1. Malheureusement, ça nous renvoie que la première valeur qui a été sélectionnée, alors que la partie Selected Options va plutôt nous donner toutes les options sélectionnées. Donc si on voulait les valeurs, il faudrait par exemple faire un petit map. On pourrait faire un console.log. Hop. On ferait un e.currentTarget.selectedOptions. Ça, on le transformerait sous forme de tableau. Voilà. Pour pouvoir avoir dessus la méthode map, on récupérerait chaque élément, chaque option, et on serait intéressé que par la valeur de l'option. Et dans ce cas-là, lorsque je sélectionne plusieurs éléments, on voit qu'on obtient les différentes valeurs des options sélectionnées. Donc voilà, le select fonctionne de manière un petit peu particulière. Bon, concrètement, il y a beaucoup d'événements et je ne peux pas tous vous les lister, ce serait extrêmement long et extrêmement pénible, mais il faut savoir que sur la documentation, vous avez une page que je vous mettrai en description qui contient la liste de tous les événements possibles et sur quoi ils vont être appelés. Donc par exemple, sur les form elements, on va avoir ces différents événements. Sur les inputs, on va avoir ces choses-là en plus. Et vous avez ici sur tous les événements qui sont sur un HTML element. Et vous pouvez comme ça parcourir pour découvrir un petit peu certaines choses. Peut-être un dernier petit détail sur les pointers. Comme pour la partie key down, key press, key up, on a la même chose. On a le pointer out qui permet de détecter qu'un élément quitte le survol, pointer over quand l'événement, quand le curseur passe sur l'élément, pointer up quand on lâche le clic de la souris, et vous avez comme ça tout un tas d'événements. On parlera de pointer aujourd'hui plutôt que de clic parce qu'on a les mobiles qui rentrent en jeu. Donc l'événement clic, même si on peut s'imaginer que ça ne marche qu'avec les souris, il marche lorsque l'utilisateur clique avec un iPhone, avec son doigt. Mais on a des événements pointer qui permettent d'indiquer justement que c'est des événements qui vont fonctionner à la fois avec un pointeur de type souris, mais aussi avec un pointeur de type doigt. Donc par exemple, si on a le pointer leave, ça détecte quand le pointeur quitte le survol. Pour le coup, c'est quelque chose qui va plutôt fonctionner avec les souris, parce qu'on n'a pas vraiment de moyen de bouger avec un doigt. Et en dessous, on a la chaîne de prototype qui nous montre comment hérite cet événement-là. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir, mais ça dépendra des cas que vous avez besoin d'avoir et vous allez découvrir les événements un petit peu au fur et à mesure de votre exploration du langage. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est un petit exemple simple pour essayer un cas concret d'utilisation des event listeners. Alors rassurez-vous, ça ne va pas être quelque chose de très compliqué. On s'imagine qu'on a un gros paragraphe et à l'intérieur, on est en train de spoiler une série. Donc on est en train de révéler la fin d'une série importante. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer que le début de cette phrase, qui contient le nom du personnage qui est mort, on va mettre une classe spoiler dessus. Voilà. Et on va faire la même chose sur un autre élément un petit peu plus bas. Voilà. Ici, jusqu'à là. Voilà. Donc au niveau de mon CSS, je vais préciser que lorsque j'ai un spoiler, je veux que le background color soit noir. Voilà. Et je veux aussi que la couleur du texte soit noire. Petit détail, c'est que si l'utilisateur sélectionne le texte, il va se faire spoiler quand même. Donc on va lui préciser que sur les spoilers, la sélection va avoir une couleur de texte qui sera complètement transparente. Donc on va utiliser du noir avec une opacité de 0 pour être sûr que vraiment notre texte ne soit pas visible. Impeccable. Maintenant, j'aimerais bien que les utilisateurs qui ont déjà vu la série puissent cliquer sur ces éléments-là. On va même mettre un curseur pointer pour révéler le spoiler. Donc je vous laisse essayer de le faire sans forcément vous donner des indications et on corrigera ensemble juste après. Alors maintenant on va corriger ça ensemble. Donc l'idée c'est de détecter quand on clique sur les spoilers et ensuite on fera un traitement. Donc là, dans cette phrase-là, on a déjà une partie de l'algorithme qui se dessine. Quand on clique sur tous les spoilers, ça veut dire qu'il me faut d'abord tous les spoilers. Donc je peux faire un query selector all et aller sélectionner tous les éléments qui ont la classe spoiler. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux écouter l'événement clic dessus. Donc on fera un for each, parce que je ne peux pas faire directement un add event listener sur une collection, et on va récupérer chaque spoiler individuellement. Pour chaque spoiler, on va rajouter un listener et on va écouter le clic. Lorsque je clique, je vais avoir une fonction qui prendra en paramètre l'événement. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On veut révéler le texte. On a deux solutions, soit on rajoute une classe supplémentaire qui ferait le reveal, soit tout simplement on peut se contenter de retirer la classe. Donc nous c'est cette seconde option que l'on va prendre. Donc ici je vais lui dire sur le spoiler, c'est l'avantage d'être dans la boucle, je peux utiliser cette variable là, mais je pourrais tout aussi bien utiliser un e.currentTarget, ça aurait le même effet, et je vais lui dire de prendre la classe list et de venir supprimer la classe spoiler. Voilà.
Si maintenant je clique sur un élément, hop, on voit que ça révèle le spoiler. Si on voulait un petit effet de reveal un peu sympa, on pourrait lui préciser que toutes les spans ont une transition sur le background ou sur toutes les propriétés de 300 millisecondes. Et dans ce cas-là, lorsque je clique, voilà, on a cet effet de reveal. Si on se dit que l'utilisateur, lorsqu'il clique sur un spoiler, on veut révéler tous les spoilers à la fois, on peut changer un petit peu notre code. N'hésitez pas à essayer par vous-même et ensuite, je vous donne la solution. Donc la solution, c'est de séparer un petit peu les choses. Donc d'abord, il nous faudra la liste des éléments qui ont la classe spoiler. Donc on va appeler ça spoilers. Ensuite, on va se dire, je vais me créer une fonction qui va révéler les spoilers. Donc cette fonction, on va l'appeler reveal spoiler. Et on va lui dire de faire un parcours de tous les éléments ici. Donc on fera un spoilers.forEach. Ça prendra en paramètre les spoilers. Et pour chaque spoiler, je ferai un class list et je ferai le code que j'avais fait actuellement dans mon listener. Et on supprime la classe spoiler. Voilà. Donc là, j'ai ma fonction que je vais pouvoir utiliser. Maintenant, je peux parcourir l'ensemble de mes éléments encore une fois et lui dire lorsque je clique dessus, je veux que tu utilises la méthode revealSpoiler. Donc à ce niveau-là, je vais plutôt lui passer cette méthode-là. Si je sauvegarde maintenant, on voit que lorsque je clique, tous les spoilers sont révélés. Et voilà pour ce petit exemple-là. Donc vous allez le voir finalement avec ces deux choses que l'on a vues jusqu'à maintenant, on va pouvoir faire une grande partie des opérations qui sont intéressantes sur le JavaScript. Très souvent, on va dire lorsque tu cliques sur quelque chose, on va déclencher un comportement et on va manipuler le DOM. Par exemple, si on a un bouton qui permet de charger plus d'articles, quand on clique sur ce bouton, on va pouvoir rajouter un petit loader, donc ça c'est en manipulant le DOM. Ensuite on va pouvoir fetch et réinjecter les articles dans le DOM. Et donc finalement ce n'est qu'une combinaison d'event listener et de manipulation du DOM. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans les prochains chapitres.